Bonjour et merci de votre fidélité à Débat de presse, l'émission qui donne des éclairages sur les faits de l'actualité nationale et internationale, et ce à travers les décryptages des confrères de la presse. 5 sujets sont convoqués au débat ce matin. D'abord, la performance des étalons à la CAN Total Gabon 2017. Deuxième sujet en discussion, Nassoumbou ou les djihadistes interdisent l'enseignement du français. Est-ce des vraies menaces ou de simples bluffs d'individus en mal de publicité? On en discute dans cette émission. On parlera également d'écoles fermées à Niangologo dans la Komoé, une affaire de mise en place des structures scolaires qui empêche la tenue des cours depuis le 10 novembre 2016. Le spectre d'une année blanche plane donc sur 2 établissements de cette localité. Quatrième sujet en débat ce matin, l'audit sur les parcelles à Pabré, une commune rurale près de Ouagadougou. L'audit révèle de graves manquements au processus d'attribution de parcelles et même que certains se plaignent d'avoir été attributeurs de parcelles sans avoir fait la demande. On en parle également dans cette émission. Et puis en page inter en Gambie, Yaya Jammeh quitte enfin le pouvoir après 22 ans de règne sans partage. Ils sont venus pour le débat ce matin. Hyacinthe Sanou de Radio Omega FM, bonjour. Bonjour Fousseni. Merci de marquer votre participation à cette émission. Deuxième invité à ce débat de presse de ce matin, Paul Miki Rwamba de Waga FM, bonjour. Oui, bonjour Kiné, bonjour à Merci tous. D'être là pour le débat. Troisième invité, Soumaïla Arabo de Savane FM, bonjour. Bonjour Fousseni. Merci d'être là. Et quatrième invité à ce débat de presse, Yacouba Ladji Bama du journal d'investigation Le Reporter, bonjour. Bonjour Fousseni. Alors, premier sujet, cette performance qui étonne plus d'un. Certains analystes ne vendaient pas cher la peau des étalons. Et pour vous, est-ce que ce n'est pas souvent comme ça depuis qu'on connaît l'équipe nationale? Yacouba Bama. Effectivement, j'étais de ces analystes-là qui ne vendaient pas vraiment cher la peau des étalons. Je me rappelle qu'il y a 2 semaines sur ce même plateau, j'étais de ceux-là qui étaient vraiment pessimistes, surtout au regard de la première prestation de l'équipe nationale. En tout cas, moi, je ne voyais pas vraiment cette équipe aller vraiment loin. Mais au fil des matchs, j'ai vu que c'est une autre équipe carrément qui s'est mise en place. Depuis le 2e match, le 3e, là, c'était l'Exas. Je pense que c'est une autre équipe carrément qui est là et avec laquelle il va falloir désormais compter. Et désormais, je pense qu'on a des arguments pour convoiter en tout cas le plus haut sommet de ce championnat africain. Oui, et Hyacinthe Sanou, l'entraîneur Paulo Duarte a dit qu'il a mis 4 ans pour constituer cette équipe, même si entre-temps il s'était éclipsé, après il est revenu et il s'est dit que c'est une équipe homogène, cohérente qui va, de son avis, pouvoir continuer. Est-ce que c'est votre analyse? C'est ce qui fait effectivement pour moi la force de ce groupe parce que c'est pratiquement à quelques éléments près le même groupe que de l'épopée de 2013. Donc il y a déjà un groupe soudé qui se connaît très bien en dehors et sur le terrain, ce qui fait une ambiance de groupe très intéressante et je pense que c'est l'essentiel. Vous menez face aux équipes tactiques et techniques qui sont à cette CAN. C'est vraiment cette dynamique de groupe-là qui peut nous mener haut. Et je pense que la Coupe, on peut la ramener avec cette dynamique de groupe. Oui, Paul Miki Rwamba, on dit également que le pool dans lequel les étalons sont logés, le pool A en l'occurrence, était effectivement le pool des grands. Ouais, c'était vraiment un pool difficile, hein. On l'a constaté avec ces qualifications des 2 équipes, le Cameroun et le Burkina. J'en conviens, c'est un pool difficile. C'est pour ça d'ailleurs il y en a qui voient déjà la finale entre le Burkina et le Cameroun, c'est-à-dire les 2 équipes qui sont sorties de cette poule. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on a eu hier en tout cas un match d'un certain niveau qui était assez élevé. Les étalons nous ont surpris très agréablement. C'est vrai que, comme Lagui l'a dit, beaucoup de gens ne vendaient pas cher la peau des étalons après leur première prestation face au Cameroun. Et aujourd'hui, on a eu en tout cas droit à un match assez élevé et ça rassure les Burkinabés et désormais les ambitions sont revues à la hausse. C'est la coupe qui est déjà déjà dans le viseur de la plupart des Burkinabés. Je crois qu'elle est à portée de main des étalons.
Aladji Soumaïla Radio. Oui, comme l'a dit Bama, il y a 2 semaines, j'avais exprimé un certain pessimisme. Sauf que je disais qu'on avait la chance d'avoir sur le banc de touche quand même des joueurs de réchange qui pouvaient changer chaque fois la physionomie des matchs. Et on voit que c'est ce que Paulo Duarte fait. Il en profite au maximum. Vous avez lu cet entraîneur-là qui a dit dans l'Obs qu'on n'arrive pas à lire le football burkinabé, c'est-à-dire tactiquement, vous ne pouvez pas prévoir à l'avance. Vous prévoyez un système tactique pour contrer Banou Diawara, il met un autre joueur, vous prévoyez d'attaquer Bertrand ou Alain, après c'est Préjus qui est là. Oui, hier lui-même il l'a dit, il dit que les Tunisiens s'attendaient à voir Bansé ou Bertrand, Alain en première mi-temps et finalement il les a réservés pour la seconde mi-temps. C'est ça. Je crois que c'est la force d'un pays qui construit des joueurs qui sont efficaces au même moment. Il y a des pays, j'ai écouté une ancienne gloire qui a dit que le problème du Gabon, c'est qu'il n'y avait que Aubameyang. Voilà, si vous avez une équipe avec un seul joueur pour faire la différence, il suffit que lui il soit dans ses mauvais jours pour que l'équipe perde. Chez nous, on a la chance d'avoir plusieurs attaquants, plusieurs milieux et même plusieurs défenseurs qui peuvent faire chaque fois la différence et qui peuvent, même si les uns sont blessés, revenir efficacement au niveau souhaité. Donc on a cette chance-là et ça marche bien jusqu'à présent et je pense qu'on peut continuer dans ce sens-là pour aller vraiment arracher la coupe. C'est devenu dans les possibilités des étalons aujourd'hui. Bien entendu, le football qu'on a vu hier n'a rien à voir avec le premier match où il y avait vraiment beaucoup de ratés, il y avait beaucoup d'indécisions, d'imprécisions. Maintenant, on a un football qui est vraiment construit, qui est perceptible, une construction qui se fait, quel que soit le 11 qui est classé en première mi-temps. Et je crois que ce soit l'Égypte, le Ghana ou le Cameroun, je ne vois pas de quelle équipe on doit avoir peur aujourd'hui. Oui, Yassine Sanou, il y a également le fait qu'on l'a remarqué, le football, c'est en quelque sorte ce phénomène, l'un des rares même d'ailleurs, qui peut fédérer les énergies d'un pays comme le Burkina. On a même vu certaines personnes qui sont murées dans le silence et qui réapparaissent comme par enchantement avec ces victoires des étalons. Est-ce que c'est votre avis également que quelque part, c'est le ciment de notre unité nationale? Je pense, après l'année 2016 éprouvante qu'on a eue, une Coupe d'Afrique des Nations en 2017, c'est la meilleure solution pour démarrer l'année. Et je pense que, comme vous l'avez dit, ça participe de souder l'unité nationale. Bien sûr, enfin, politiciens, certaines personnes en profitent. Il faut surfer sur la vague de l'euphorie collective. D'autres font des sorties après donc des années de silence. Bien sûr, c'est dans la vague de cette euphorie-là et il faut le prendre ainsi. Mais je pense que la Coupe d'Afrique nous ferait beaucoup de bien, en tout cas, déjà sur le plan politique. Yacouba Bama, est-ce que c'est votre avis? Quelque peu, moi j'allais dire, parce que ça, c'est des phénomènes qui sont tellement éphémères, c'est tellement passager. Dès que l'euphorie même si on amène la Coupe au Burkina, on sera vite rattrapé par notre réalité, aussi au Burkina, qui sera là, qui nous attend. Et je crois que c'est bon, si ça vient, c'est tant mieux. Mais il ne faut pas qu'on croie que ça va venir pour résoudre les problèmes réels du Burkinabé, qui sont là, qui attendent, auxquels il va falloir faire face de façon courageuse et trouver des solutions. D'accord. Alors, moi, je pense que c'est vrai, la victoire des étalons amène du boom au cœur des Burkinabés. Ça a l'avantage de nous permettre d'oublier un peu nos différences, nos divergences, en tout cas le temps de quelques semaines. Évidemment, c'est assez important parce qu'on a même vu qu'il y a une certaine récupération des acteurs politiques de cette victoire où chacun passe des coups de fil et voudrait même se faire médiatiser. On a été témoin de cette euphorie qu'a gagné le Premier ministre qui se trouvait être à Dédougou pendant cette coupe.
également le chef de l'État avec ses coups de fil aux étalons. C'est bien beau tout ça. On a également vu l'exemple que vous prenez sans le nommer, l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Il n'y a que les étalons aujourd'hui qui puissent se faire parler l'ancien Premier ministre. Lorsque les étalons ont été qualifiés pour les quarts de finale, il a parlé. Pour sa demi-finale encore, hier soir, il a fait encore un poste pour saluer cette performance des étalons. On a l'impression que il y a le 11 national qui est une sorte de catalyseur des différentes forces politiques. D'ailleurs, je prends l'exemple du Gabon. Vous savez certainement que le Gabon, qui est pays organisateur de cette compétition, comptait beaucoup sur la CAN pour une certaine réconciliation parce que le pays venait de sortir d'une élection présidentielle tumultueuse. Vous avez été témoin de ce qu'il y avait deux candidats qui se réclamaient donc la victoire des élections de l'élection présidentielle. Et on a vu malheureusement ça n'a pas marché au Gabon, où on a dit qu'il y a eu donc cet échec de réconciliation nationale avec la sortie prématurée de l'équipe gabonaise. Mais qu'à cela ne tienne, c'est quand même ce pays qui organise encore la compétition. Donc on peut un temps soit peu oublier les divergences, le temps d'une calme. Mais comme Yacouba Bama l'a dit tantôt, c'est vrai, c'est souvent éphémère parce que ça ne change pas les réalités qui restent intactes. Lorsque l'euphorie passe, on fait face à ces réalités. C'est le cas pour le Burkina, c'est le cas pour bien d'autres pays, quoi. Il y a Rabo. Oui, Paul Mickey a cité quelques exemples. J'ai lu aussi l'ancien président de la CODER, Ablasse Ouedraogo, qui a dit que c'est dans l'unité qu'on peut construire, et donc qui a fait un lien avec la réconciliation nationale que la CODER demande. Vous voyez qu'on peut passer facilement du football à la politique, et de la politique au football. Et souvent, c'est dangereux. Non, c'est pas toujours dangereux, mais ça donne pas toujours les résultats escomptés. Comme Lagui Bama l'a dit, on a vu en Côte d'Ivoire. Voilà, Alassane Ouattara est arrivé, il voulait la coupe pour réconcilier les Ivoiriens. Une première fois, ça n'a pas marché. Une deuxième fois, ça a marché, mais qu'est-ce qu'on a comme résultat de réconciliation nationale concrètement en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas évident. Les pro-Gbagbo sont restés sur leur position, et puis c'est toujours tiré par les cheveux. Donc, pour quelques minutes, quelques heures, quelques jours, ça peut marcher, ça peut donner l'impression d'une certaine unité, mais ça passe vite. Et Lagui Bama l'a bien dit. Seulement, c'est bien que de temps en temps, tous les fils, toutes les filles du pays parlent d'une même voix. Il n'y a pas que le football qui peut susciter cette unité, même dans la musique, la culture. Il y a des moyens, quelquefois, de fédérer les énergies comme ça. Et en Côte d'Ivoire, par exemple, Alpha Blondy avait été sollicité pour faire cette fameuse caravane qui allait apporter la réconciliation, même si les résultats étaient mitigés finalement. Didier Drogba, des stars comme ça ont été sollicités. Non, il faut que les gens soient sincères, parce que les problèmes qui sont posés ne sont pas des problèmes footballistiques, ce sont des problèmes réels, politiques, de vie, sociaux. Il faut apporter les remèdes conséquents, même si on va passer par le football. Il ne faut pas tricher. Ça touche beaucoup plus le quotidien des uns et des autres que des joies passagères. Tout à fait. Ça veut dire qu'il ne faut pas tricher. C'est vrai, l'euphorie suscitée par la victoire des étalons est une bonne chose, ça nous rapproche. Il faut en profiter pour aller plus loin, résoudre effectivement les problèmes et s'accepter. Oui, Lagui Bama, on espère certainement que la coupe va revenir au Burkina. Quel est votre pronostic? Est-ce que vous y croyez? Non, moi j'y crois désormais, comme je l'ai dit. Depuis le deuxième match déjà, moi j'ai commencé à croire maintenant aux étalons. Et je vois une finale Burkina-Ghana où on va l'emporter. Autre sujet de débat ce matin, à débat de presse, Nassumbu, où des terroristes, semble-t-il, sont venus menacer dans 2 villages qui ne veulent plus voir l'enseignement du français. On se pose la question de savoir est-ce que c'est du bluff d'individus en mal de publicité ou de réelles menaces, mais toujours est-il que 2 ministres se sont prononcés sur la question, notamment le ministre en charge de la sécurité, mais aussi celui en charge de l'éducation, des enseignements secondaires, qui estime également que la laïcité du Burkina doit prévaloir sur toute l'étendue du territoire. Hyacinthe Sanou, cette zone de Nassumbu, est-ce que ce n'est pas parce qu'on a le sentiment que c'est une zone de non-droit, un no man's land, où chacun vient, le Far West, il fait ce qu'il veut?
On en a tellement parlé dans cette émission de cette zone, hormis sa spécificité, hormis sa population, hormis son caractère donc désié, c'est un État abandonné par l'État burkinabé. On a parlé de la nécessité de l'occuper. Si nous ne l'occupons pas, si l'État burkinabé ne l'occupe pas, il y aura ces groupes-là qui vont l'occuper. Et ils ont déjà commencé en imposant les dictats. La preuve est que les enseignants donc, de ces villages de Pelem, Lassa et Pétéga ont dû l'appliquer sur Djibo, où, je crois, selon les informations, aujourd'hui, ils doivent rencontrer la ministre de tutelle. Ça veut dire que ces groupes-là, c'est vraiment une menace. Ils sont en train d'asseoir les dictats dans une zone, tout simplement parce que l'État burkinabé n'a pas encore réussi à s'implanter dans cette zone-là. Et donc, on a tellement appelé à cette installation concrète auprès de la population de l'État, au-delà des détachements militaires qui, malheureusement, ont aussi prouvé leur insuffisance avec l'attaque de Nassomou. Mais il faut au-delà montrer aux populations que l'État burkinabé est proche d'eux à travers les services sociaux de base, à travers un programme tout à fait clair de prise en compte des problèmes des jeunes. Tant qu'on ne va pas traiter ces questions de façon unilatérale en même temps que la question militaire, on va toujours se faire dévancer par ces groupes-là qui ont un discours clair, qui passe par l'humanitaire souvent. Lorsque vous prenez aujourd'hui ceux-là qui sont à la tête des groupes armés qui agissent dans la zone, ils sont d'abord passés soit par le côté humanitaire, soit passés par le côté religieux en tant que prédicateurs. Donc, ils ont une longueur d'avance sur l'État, sur le terrain. Il faut rapidement réagir. Au-delà des discours pour dire oui, ils vont sentir, les enseignants vont sentir que l'État est un État souverain et laïque, il faut que les populations concrètement le vivent. Oui, Paul Biki Rwamba, on l'a vu, ce sont des revendications qui... apparemment, le curseur sur ces revendications pour ces djihadistes, pour ces terroristes, commence à bouger. Ce n'est plus encore des attaques, mais on va même jusqu'à s'attaquer à un certain nombre de valeurs. Ouais, c'est vrai que les revendications se précisent, hein, comme vous le dites si bien, ce n'est plus ce qu'on voyait avant, avec ces menaces qui ont été proférées sur les enseignants de la commune de Nassumbu. Le ministère de l'Éducation nationale nous apprend d'ailleurs que c'est plutôt Baraboulé et puis la commune de Djikel. Mais dans tous les cas, effectivement, lorsque ces menaces sont orientées vers les enseignants, on se laisse finalement convaincre que les intentions de ces terroristes-là, c'est d'installer dans la zone une certaine logique qui est la leur. C'est-à-dire, lorsqu'ils viennent demander aux enseignants de cesser d'enseigner le français aux enfants et de n'enseigner que l'arabe et le Coran, cela suppose qu'ils sont en train de gagner du terrain, installer, j'allais dire dans la zone, des principes qui sont les leurs. Donc, il faut prendre très au sérieux cette menace-là. De mon point de vue, il appartient au gouvernement d'agir et très rapidement parce que un déploiement conséquent des forces de défense et de sécurité dans toute la province du Soum s'avère nécessaire de mon point de vue pour assurer les populations, comme l'a dit Hyacinthe, de la présence de l'État à leur côté. Mettez-vous un peu à la place de ces enseignants qui ont été menacés. Ils ont quitté les localités pour se retrouver à Djibo. Est-ce qu'en l'absence des forces de défense et de sécurité, on peut les convaincre de repartir dans ces conditions pour reprendre la craie et enseigner ces enfants avec cette menace-là? S'ils n'ont pas une certaine protection, ça, heureusement, j'allais dire que ça s'est limité à des menaces. S'ils insistent, ce qui pourrait arriver, bon, dans tous les cas, ceux qui vivent dans la... Mais est-ce que cette menace n'est pas comme une sorte d'épée de Damoclès qui plane sur la tête de ces enseignants? Oui, évidemment. Parce qu'il peut les arriver s'ils repartent. C'est exactement ce que j'ai dit. Donc, s'il n'y a pas de mesures qui sont faites, qui sont prises pour les rassurer, souffrez que ces enseignants refusent de repartir dans cette zone. Peut-être même qu'ils vont replier jusqu'à Ouagadougou pour sauver leur peau. Parce qu'une chose est de chercher son pain, une autre chose également est de sauver sa vie. Parce qu'il faut, le plus important pour moi, c'est de rassurer non seulement les enseignants, mais tous les fonctionnaires qui travaillent dans cette partie du Burkina, qu'à côté d'eux, on peut avoir des forces de défense et de sécurité qui peuvent dissuader, j'allais dire, ces terroristes-là. Il est un fait que depuis que l'on parle de terrorisme dans la partie nord du Burkina, on n'a pas de cas concret où on a pourchassé, attrapé ces terroristes, les montrer aux populations que voici ce que les forces de défense et de sécurité ont pu faire. Peut-être qu'il y a eu des cas qui n'ont pas été médiatisés, je n'en sais rien, mais en tout cas, de mon point de vue, il faut des actions fortes pour montrer, pour rassurer ceux qui travaillent là-bas et ceux qui vivent là-bas de ce que le gouvernement est à leur côté. Parce que, faute de cela, il faut s'attendre à ce qu'on ait un repli des populations vers la partie Djibo en allant vers Dori Poukapa. Parce qu'on a déjà vu ça avec les attaques de Nassumbu que l'on a connues. Oui. Donc pour moi, c'est très urgent. Les ministres doivent travailler ensemble, ministre de la Sécurité,
Sécurité, ministre des Enseignements secondaires supérieurs, ministre de l'Éducation nationale, pour faire en sorte que, en tout cas, la sérénité retourne en tout cas dans cette partie du Burkina. Soumaïla Rabo, comment on peut travailler à cette sérénité dans cette partie? Je crois que désormais, ce qu'il faut ajouter dans l'analyse, au-delà des mesures sécuritaires que nous avions proposées, c'est de mettre en avant le développement. Après avoir interviewé des leaders d'opinion de la zone, je me rends compte qu'il y a un autre problème. Ce qu'on vit dans le Sahel burkinabé peut être présenté comme la réponse des populations locales à un gouvernement qui l'a ignoré. Et un gouvernement qui n'a pas développé le terroir, un gouvernement qui a développé aux yeux des populations du Sahel, d'autres parties du pays au détriment de cette partie du pays. Et donc, ça pourrait expliquer, si on met cette donne développementale dans l'analyse, les éventuelles complicités qu'il y a entre les terroristes et les populations locales. Parce qu'un des interviewés a dit, il demande au président Roch Kaboré de ne pas penser que c'est seulement les Kalachnikov, les blindés qui vont résoudre le problème. Il lui demande de venir parler aux sages du Sahel. Et puis l'autre a dit, il veut pour preuve qu'on ne développe pas le Sahel, que quand les populations de Guibo ont demandé le bitumage de la route Kongoussi-Guibo, ces populations ont été réprimées. Et vous vous souvenez, avec mort d'hommes. Et donc, ces populations-là sont frustrées. Ces populations-là ont des choses à reprocher aux gouvernements qui se sont succédés. C'est pas seulement Blaise Compaoré sous la transition. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est un sentiment qu'il ne faut pas négliger. Vous savez, une population, elle fait le lien avec l'État quand elle bénéficie des services sociaux concret, quand elle bénéficie d'un service public réel, avec des contacts avec l'administration, avec des élus. Il ne faut pas laisser une partie du pays à elle-même. Et je crois que c'est ça qu'on doit désormais mettre dans la balance. Quand je regarde, dans l'urgence, il faut un programme spécial de développement intégré de cette zone. Sinon, les militaires ne pourront pas résoudre le problème. Puisque les terroristes que vous voyez là, ils vivent même avec la population. Mais c'est parce que la nature a horreur du vide. Si l'État n'est pas là, la population cherche un autre parrain, un autre appui, un autre espoir. Et ça peut être ça que les djihadistes, ce que vous appelez les djihadistes, pour moi, ça n'en sont pas, ce sont des terroristes. C'est ça que les terroristes utilisent. Parce que partout dans le monde, là où les gens veulent faire n'importe quoi, ils profitent de la vulnérabilité des gens qui sont là. Ils profitent d'une situation qui existe déjà et ils prétendent proposer des solutions meilleures. Alors que c'est pour faire leur trafic de drogue, de cigarettes et autres. Ladibama. Non, je suis tout à fait d'accord avec Rabo. Même si, pour répondre à ta question de départ, moi je vois quand même qu'il y a une dose de bluff quand même dans ce qu'ils ont comme revendication aujourd'hui. Dire que désormais dans cette partie du pays on n'enseigne plus que l'arabe et le Coran, je me demande bien, il va falloir qu'ils passent par nous tous nos corps pour y arriver, parce que je ne vois pas comment on peut arriver à couper cette partie du Burkina pour que on fasse autre chose que ce qui se passe dans le reste du pays. Ça, c'est pas, je crois que ce n'est pas possible. Ils ont quand même poussé ça un peu trop loin, leur revendication, ce n'est pas possible. Mais n'empêche qu'il y a quand même une menace, comme Yacine l'a dit, une menace sérieuse qui est là, avec laquelle il va falloir certainement compter et trouver des solutions vraiment à la hauteur de la menace. Parce que c'est sérieux. S'ils en sont arrivés jusqu'à là, c'est que quand même, ils ont certainement des raisons. Enfin, je vais dire, pas des raisons, peut-être que c'est le début d'une stratégie qu'ils mettent en place. C'est une façon de venir sonder le terrain. C'est cela que je suis d'accord avec Rabo sur la question du développement dont il a parlé tantôt. Parce que du coup, ça me fait penser un peu au Nord Mali aussi. C'était un peu ça. Tout à fait. Et même si ici, moi, je ne les vois pas en train d'arriver à ce qui s'est passé au Nord Mali, parce qu'il aurait fallu beaucoup plus de territoire. Parce que le Burkina, quand même, on sait ce que ça vaut, d'espace. Pour pouvoir arriver à installer un autre pays carrément au nord du Burkina, parce que quand ils parlent d'enseigner le Coran, ils veulent parler de la charia, ils veulent certainement arriver à instaurer la charia là-bas, dans cette zone-là. Et ce serait un no man's land où ils vont faire leurs lois eux là-bas. Mais je ne les vois pas en train d'y arriver, surtout avec
un monsieur comme Simon Compaoré, d'ailleurs je l'ai aimé quand il est intervenu pour dire qu'on n'a qu'à rester serein et qu'il va se faire entendre bientôt. En tout cas, moi je l'attends. Il est dans son rôle. Il faut bien qu'il agisse. Il faut vraiment qu'il nous fasse la preuve que il est à la hauteur de la tâche et qu'on n'a pas de raison de craindre. Oui, pour terminer, Yacine Sanouvou, aussi vous attendez qu'on fasse la preuve qu'on peut être rassuré. Et pas que Simon Compaoré, je pense qu'on attend tous, tout le gouvernement, tout le régime ROC sur ce coup-là, parce que c'est l'un des coups sur lesquels il a le plus péché, la sécurité. Il faut rassurer autant la population du Soum et du Sahel, mais autant tout le Burkina que nous sommes en sécurité. Autre sujet de débat ce matin à débat de presse, Niangologo, où depuis le 10 novembre 2016, les cours sont arrêtés dans 2 établissements secondaires de la commune. Niangologo, c'est dans la province de la Komoué, la région des Cascades. Et les raisons avancées, des jeunes ont voulu mettre en place la section Niangologo de l'association des scolaires de la Komoué. L'administration s'en est opposée et finalement, le bras de fer a conduit à l'arrêt des cours. Paul Mikirwamba, que pensez-vous des raisons avancées pour fermer ces 2 établissements depuis le 10 novembre? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que cette association des élèves existait déjà. Elle a été suspendue par le secrétaire général du ministère des Enseignements en 2015, voilà, sous la transition. Donc, cette année, les élèves ont voulu remettre en place leur association. Et ce qui n'a pas été du goût de l'administration qui a dit... Mais certains aussi avancent que l'association n'a pas de récépissé. Oui, c'est un peu pareil dans les associations. Vous savez, au milieu scolaire, ce n'est pas toutes les associations qui détiennent des récépissés. L'association dit être adossée à l'association des scolaires de la Komoué. Ce n'est que la section de Niangologo qui a été suspendue parce qu'il y a quand même une association au niveau communal et provincial qui existait. Mais dans tous les cas, les élèves disent qu'ils n'appartenaient pas au secrétaire général du ministère de suspendre une association et de façon verbale. Ils sont allés demander au proviseur pourquoi est-ce qu'il tient un document qui suspend leur association. Donc c'est pour dire que quelque part aussi il y a eu un peu, j'allais dire un peu de laxisme, un abus d'autorité de la part du gouvernement, parce que eux ils disent que s'il devait avoir suspension, c'était le ministre de l'administration territoriale. Je ne sais pas si voilà, le ministère chargé des libertés publiques justement qui devrait suspendre cette association. Je ne sais pas si les élèves détiennent un récépissé ou non, mais dans tous les cas il y a un peu de logique dans ça. Donc par rapport à cette crise de Niangologo, c'est vrai qu'on ne peut pas donner tout de suite des raisons aux élèves parce que ce sont eux qui sont les premiers concernés, mais il faudrait évidemment écouter tout le monde parce que moi personnellement j'ai échangé avec les acteurs, les protagonistes de cette crise-là et j'ai l'impression qu'il a manqué de dialogue avec les élèves. Même quand on nous dit que le haut commissaire de la Komoué, qui a fait le déplacement de Niangologo, n'a pas daigné rencontrer les élèves et s'est contenté du corps professoral, alors que bon, les élèves aussi étaient là, attendaient de s'exprimer. Ils ont même pris l'exemple d'une équipe de la RTB2 qui est arrivée, qui a rencontré la direction des enseignements et la direction des enseignements leur aurait donné un faux numéro des délégués des élèves. Donc l'un dans l'autre, là, on a eu l'impression que dans ça, on a manqué de dialoguer vraiment avec les élèves. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, ce sont eux qui sont les premiers perdants parce que les cours sont suspendus dans les lycées publics de Niangologo depuis 2 mois maintenant. Alors 2 mois sans cours, vous imaginez ce que ça fait dans une année scolaire qui n'en compte que 9 mois. Déjà 2 mois de perdu et rien ne nous dit que ça ne va pas s'inscrire dans la durée. Donc il est important que cette situation soit prise au sérieux. Pour moi, il faut des médiateurs extérieurs au ministère, au gouvernement d'ailleurs, pour amener les différents protagonistes sur la table de négociation pour permettre rapidement la reprise des cours. Parce que ce qui se vit à Niangologo, il y a une rupture totale de dialogue, de confiance d'ailleurs entre les élèves, le corps professionnel et même les parents d'élèves qui sont accusés par les élèves eux-mêmes parce qu'eux aussi, samedi, ils sont arrivés dans le lycée, au lieu de comprendre ce qui se passe, ils ont commencé par passer par la violence, selon les élèves, à même fouetter certains élèves pour les obliger à reprendre les cours. Donc cette façon de faire, ça doit interpeller tout le monde et puis il faut vraiment faire en sorte que des situations pareilles ne se reproduisent plus parce que partant de Niangologo, on peut avoir des mécanismes de prévention des conflits dans le milieu scolaire burkinabé. C'est un problème très sérieux et il convient vraiment que de bonnes volontés s'impliquent pour un retour des activités académiques dans cette commune du Burkina. Soumaïla Arabou, est-ce que vous comprenez les raisons avancées pour fermer les 2 établissements depuis le 10 novembre? Non, ce que je n'arrive pas à m'expliquer, c'est pourquoi ça a duré autant. Pourquoi depuis 2 mois, on n'apporte pas une solution
vraiment durable à cette question, alors que il y a à peine 2 ans, on a vécu la même situation dans cette partie du pays. Pour moi, je ne comprends pas. C'est comme si on n'a pas tiré suffisamment de leçons de la première crise entre les élèves et leurs enseignants. Pour moi, ce n'est pas normal. Il faut rapidement remédier à ça. Mais globalement, Mickey, moi, je crois que, quelle que soit la situation, il faut que les élèves sachent raison garder. Parce qu'ils sont quand même les apprenants. Ce sont eux qui ont besoin du savoir de leurs enseignants et de l'éducation de leurs parents. Il ne faut pas, quels que soient les éventuels manipulateurs qu'il y a derrière eux, franchir le Rubicon. Sinon, ils vont perdre une année scolaire. Et c'est grave. Parce que pour apprendre, on n'a pas forcément besoin d'une association. Assez bizarre dans ce cas. Une association, c'est une structure qui vous permet d'atteindre un certain nombre de moyens qui n'a rien à voir avec les enseignements, les connaissances. Tout à fait, il faut séparer. Si vous avez des activités extrascolaires ou même des revendications à faire dans le cadre de vos études, l'association, c'est un moyen. C'est pas une fin, c'est pas l'objectif. Vous voulez passer par l'association pour atteindre un objectif. Et l'objectif là, c'est d'apprendre, de sortir avec un diplôme pour aller plus loin, éventuellement à l'université. Et donc, si votre association ne fonctionne pas bien, faites autre chose. Trouvez d'autres moyens pour atteindre votre objectif d'apprendre et d'être des leaders de demain. Mais à vous arc-bouter comme ça sur l'association, si on ne la crée pas, on arrête tout, on casse tout. Et je crois que les élèves ont besoin davantage de conseils, d'accompagnement. Bien entendu, on doit les écouter. Il faut les écouter pour comprendre pourquoi ils sont fâchés. Mais il doit y avoir suffisamment de personnes ressources dans Nyangoloko pour gérer quand même ce problème-là. Il ne faut pas laisser les enseignants à couteau tiré avec les élèves, surtout que les enseignants, à cause de leur déformation professionnelle, ne peuvent pas rentrer dans un certain dialogue avec leurs élèves. Et sinon, ça fausse tout et après, ils ne pourront pas les enseigner. Donc, il faut que les personnes ressources prennent le relais, convaincre les élèves de mettre de l'eau dans leur vin, de ne pas tirer sur la corde, parce que ce sont les éducateurs, et puis ça va marcher. Moi, je crois que on peut résoudre le problème rapidement. Normalement, en une semaine, on aurait dû résoudre le problème. Ladji Bama, est-ce que ce n'est pas parce que, également, on a une autorité de l'État aussi chancelante quelque part, qu'on est en train de vivre ces problèmes. Sinon, des individus ne peuvent pas prendre en otage des années scolaires de 2 établissements qui plus est pour qu'on ait une année blanche, le risque d'une année blanche. Sans doute, la situation de l'autorité de l'État en ce moment au Burkina doit y être pour beaucoup, mais n'empêche, moi, c'est voilà un sujet, une situation sur laquelle moi, je n'ai pas encore beaucoup de lisibilité jusque-là. Je n'arrive pas à comprendre comment on a pu en arriver là. Apparemment, il y a des non-dits dans l'affaire, il y a des choses qu'on ignore toujours dans cette... Sinon, moi, franchement, je n'arrive pas à comprendre. Selon certaines sources que nous avons eues sur place à Nyangologo, il semble qu'il y a des relents politiques un peu... Les élèves ont confirmé ça. En tout cas, moi, je pense qu'il y a des non-dits, en tout cas. Parce que moi, je ne peux pas croire que pour des simples questions de mise en place d'une structure d'élèves, on peut arriver à ça. Non, c'est pas possible. Il y a d'autres choses. Ils n'ont qu'à nous dire la vérité. Il y a d'autres choses qu'on ne veut pas nous dire. Ouais. Et puis d'ailleurs, cette association, elle est mise en place comment? Parce que je ne pense pas que ce soit là-bas le siège de l'association. C'est une structure qui est... C'est la section Nyangologo de l'association des scolaires de la Comoué. Voilà. Et puis comment sa section là-bas, même si on dit... on ne veut pas développer. Ces élèves qui animent cette section, ils vont toujours continuer à aller à l'école, mais ils ne vont pas aller à l'école. Si. Ils sont toujours là. Oui. Donc, moi, je ne sais pas comment on peut s'abouter sur cette question-là de mise en place d'une structure et puis fermer des établissements. Et même cette fermeture, est-ce que les élèves qui ont décidé de ne plus aller à l'école parce que l'administration qui a décidé de fermer que vous ne venez plus à l'école? Il y a toute cette question-là qu'il va falloir élucider. Apparemment, dans l'élément que la RTV nous a proposé, c'est comme si, en fait, les élèves ne veulent pas entendre raison, selon ce que nous avons entendu dans l'élément. Puisque les parents d'élèves disent qu'ils ont mené la démarche de demander est-ce qu'on peut reprendre les cours et tout. Est-ce que les élèves, moi je ne crois pas, tous les élèves de la commune ont décidé de ne plus aller à l'école? C'est pas possible. Je ne suis pas sûr de ça. Je ne pense pas. Donc moi je crois que comme les uns et les autres l'ont dit, il y a certainement une nécessité de s'asseoir autour d'une table et se parler franchement, poser les vrais problèmes qui sont posés. Parce que jusque-là, moi je considère que
on ne sait pas encore quels sont les vrais problèmes. Non-dits. Oui. Il faut poser les vrais problèmes et accepter de les discuter de façon frontale et puis trouver les solutions qu'il faut. Oui, Yacine Sanou, est-ce que pour vous, une médiation extérieure a les chances d'aboutir comme Miki l'a proposé? Visiblement, c'est le seul recours qui reste à Niangologo, puisqu'on a épuré tous les recours qu'on avait. Pour moi, en analyse de ce qui se passe à Niangologo, un peu, j'ai fait le lien avec ce qui se passe dans le Sahel. C'est vraiment du terrorisme en milieu scolaire. C'est-à-dire que c'est des élèves qui imposent les lois. Puisque si on en croit en tout cas les informations que nous avons, après la dissolution de cette association, de la section Niangologo, de l'association scolaire de la Comoé, suite à des premiers problèmes, il y a eu dégradation de biens. Et donc, il y a eu 5 élèves qui ont été condamnés à 1 mois de prison ferme au tribunal légal de l'instance de Banfora. Suite à ces états de fait, l'association a été dissoute et la section a été dissoute. Maintenant, si ils s'obstinent à vouloir la remettre en place, coûte que coûte, au risque de remettre les cours en question, il y a eu déjà, ce que Paul Mickey a un peu effleuré, ce bras de fer entre parents d'élèves et élèves, puisque physiquement, avec la violence physique, les parents d'élèves ont essayé le 17 décembre de faire reprendre les cours de force. Ça n'a pas marché puisque la réponse des élèves est venue le 19 avec des incendies de moto et des blessés du côté des parents d'élèves. Donc vous avez une situation où les élèves refusent de repartir au cours tout simplement parce qu'une association extrascolaire, c'est le mot, n'est pas mise en place. Ce qui m'amène à poser la question, dans tout ça, qu'est-ce qu'on gagne? Vous allez, si demain on accepte de remettre en place cette association, qui va rattraper les 2 mois de cours perdus? Comment on va le faire? Parce que je ne pense pas que pendant ces 2 mois-là, les professeurs n'aient pas reçu les salaires, c'est les élèves qui perdent. Et dans tout ça, c'est vraiment une obstination à mettre en place une association qui devrait les amener à plutôt ajouter une valeur ajoutée à ce qu'ils apprenaient en classe. Maintenant, ils n'ont rien appris en classe, ils sont toujours dehors, on a un blocage au point où il n'y a plus d'acteurs. Les parents d'élèves ont échoué, que ce soit par la négociation, que ce soit par la violence physique. Les acteurs de la région, les autorités administratives sont soupçonnés d'avoir des relents politiques derrière l'action, avoir même une malhonnêteté, parce que effectivement, j'ai suivi dans l'élément de la RTB où ils reprochaient une malhonnêteté même de la part des autorités administratives. Donc, vous avez des acteurs de Niangologo qui ne peuvent plus interagir dans cette crise. Il faut un acteur externe. Il ne peut pas être aussi du ministère de tutelle parce que sinon, il va être très vite clivé. Quel va être cet acteur-là? Il faut le trouver très vite. Un acteur qui soit blanc comme neige, qui puisse faire attendre donc raison aux acteurs. Quelqu'un s'est déjà même proposé sur les réseaux sociaux. Ouais, justement, il y a déjà des débuts de solutions. Pas des moindres. Ouais, il y a des bonnes volontés que nous saluons au passage, je suis sûr qu'ils ne voudraient pas qu'on les cite ici, qui s'organisent déjà pour faire une descente à Niangologo, pour essayer de faire entendre raison les élèves, surtout qui sont les premiers concernés par cette situation. Parce que de mon point de vue, comme l'a dit Rabo, cette association n'existe parce qu'il y a parce qu'il y a des élèves. Alors, s'ils perdent leur statut d'élève, l'association perd évidemment sa raison sociale. Donc c'est pour cela qu'il faut faire en sorte que les élèves reprennent cours. Donc de mon point de vue, il faut faire comprendre aux élèves que c'est eux qui sont les premiers concernés de cette situation. Alors si aujourd'hui le gouvernement n'est pas en mesure d'écouter les élèves et de donner suite à leurs revendications, certaines de leurs revendications pour permettre la reprise des cours, il va falloir donc utiliser la force. Parce que si je prends l'exemple du lycée municipal de Niangologo, on nous fait savoir qu'il y a 1500 élèves dans ce lycée. Il est clair que ce ne sont pas 1500 élèves qui ne veulent pas aller à l'école aujourd'hui. Alors que l'État prenne ses responsabilités pour utiliser la force publique comme il en a les moyens pour faire rentrer dans les classes ceux qui veulent aller en classe et ceux qui ne veulent pas. Bon, la négociation pourrait se poursuivre peut-être en dehors de l'enceinte scolaire avec ceux qui ne voudraient vraiment pas reprendre les cours. Parce qu'aujourd'hui, 2 mois de perdu, c'est déjà un gâchis pour les élèves, en tout cas de Niangologo, parce qu'ils vont composer évidemment les mêmes épreuves que tous les autres élèves du Burkina Faso et ils sont déjà mal partis. Donc il va falloir donc très vite trouver une solution à cette crise. Et pour moi, le ministère a déjà échoué. Il faut des acteurs extérieurs. Oui, et pour terminer, Soumaïla Rabo, comment faire en sorte que la politique et la politisation quittent
les établissements? Non, c'est pas évident. Il n'y a pas de recette magique pour ça parce que les intérêts vont toujours être constants, quelles que soient les générations. Je crois qu'il faut que les élèves prennent conscience. L'anecdote, en 1997, nous étions élèves au lycée municipal Bamata à Ouagadougou ici. Ça a coïncidé avec la fameuse grève d'André Tibiri de l'ANEB à l'université de Ouagadougou. Et il venait régulièrement nous faire sortir pour que les élèves soutiennent la grève des étudiants. Et même quand les étudiants ne venaient pas, certains de nos camarades trouvaient moyen de passer de l'autre côté de la classe, de jeter des pièces sur les toits pour donner l'impression que les étudiants étaient là et puis tout le monde détalait et puis le professeur prenait son sac et puis c'est fini. On gagnait quelques jours de repos. Je crois que ne faites pas ça. Nous avons fait ça, nous avons regretté après. C'était quelques semaines de cours perdus. Vous, c'est 2 mois. Après, vous allez vous rendre compte que vous avez perdu des choses, des connaissances que vous aurez dû avoir de la part de vos enseignants. Vous allez vous rendre compte que c'était une crise d'âge. Parce que quand on grandit, il y a des âges où on se croit suffisamment mature pour faire face aux adultes, à ceux qui d'habitude nous tiennent rigueur, nous disent de ne pas faire ça ou ça. C'est la même chose à la maison. À la maison, à l'adolescence, les enfants quittent la maison, ils ne reviennent pas. Ce sont des crises comme ça. Mais les élèves, s'ils écoutent les adultes, ils vont comprendre que nous avons fait ça et nous avons compris plus tard que c'était des erreurs de jeunesse. Il faut aller à l'école, il faut apprendre et puis avancer, parce que tout de suite, vous allez oublier tout de suite ce que vous avez fait au lycée. Vous aurez d'autres préoccupations d'étudiants. Ça va être d'avoir votre diplôme. Ensuite, vous aurez des préoccupations de projets d'entreprise, de devenir des entrepreneurs ou de devenir des fonctionnaires. Je crois que c'est vers là que vous devez aller. C'est pas vers la bagarre inutile qui vous fait perdre beaucoup de temps. 4e sujet en débat ce matin, le lotissement à Pabré. Un audit réclamé par les populations, une démarche citoyenne a permis de mettre au grand jour de graves malversations. On parle de parcelles illicitement attribuées, de parcelles attribuées à des attributeurs qui n'en ont pas fait la demande, des parcelles attribuées à des mineurs, et on dénombre plus d'une centaine, sinon environ 200 parcelles dans ce cas. Voilà. Yacouba Bama, vous, qu'est-ce que vous pensez déjà même de cette démarche citoyenne des populations de Pabré? Moi, je me demande s'il y a vraiment une réelle démarche citoyenne des populations. Parce que moi, je dis dans tout ça, la manipulation politique, ça ne manque pas. Parce que quand on regarde la situation des faits, ce n'est pas en réalité les populations, ce n'est pas venir des populations, c'est politique tout ça. Parce que voilà un dossier que moi je suis depuis 2010-2011 par là, cette affaire de lotissement à Pabré. Moi je suis surpris qu'aujourd'hui, il y a des gens qui étaient des sources d'informations pour moi en 2011-2010 par là, qui m'ont donné des informations pour, en tout cas, dénoncer certaines pratiques au sein de la commune là-bas, la gestion du maire en son temps. Aujourd'hui, ces gens-là se retrouvent dans le camp du maire et qui refusent aujourd'hui de cautionner ce qui est en train d'être fait aujourd'hui pour dénoncer les pratiques. Pour vous dire qu'en réalité, c'est une question de positionnement politique. Les gens du CDP, qui sont au CDP aujourd'hui, qui gouvernent la mairie, c'est les mêmes qui, à un moment donné, étaient dans les brancards en train de ruer, qui disaient non, il y a des problèmes, il faut qu'on puisse sanctionner. Aujourd'hui, parce que c'est eux qui ont la mairie, ils ne veulent pas qu'on en parle. Ils disent que non, tout s'est passé dans les règles de l'art. Alors que moi, je connais bien des gens là-bas qui m'ont donné des informations pour me dire non, il y a des choses qui ne sont pas bien, il fallait écrire, il fallait dénoncer. Et au côté, c'est et on a vu également l'ancien maire Rwamba qui estime que parce qu'aujourd'hui, lui, il est passé de l'autre côté. Tout à fait. Et donc, même du côté du MPP aussi, il ne faut pas croire que c'est parce qu'ils veulent mettre de l'ordre dans les choses. Ce n'est pas possible. Faut pas qu'il nous fasse... Non, ce n'est pas possible. C'est les mêmes gens, ils ont travaillé ensemble depuis longtemps. Ils ont toujours détourné les parcelles des populations ensemble. Et aujourd'hui, ils sont en divergence. Ils veulent nous faire croire que d'autres sont devenus blancs comme neige. C'est les autres qui sont mauvais. En réalité, c'est des histoires. C'est pas possible. Parfaitement d'accord avec Lagui Bama. Parfaitement d'accord avec lui. Comment on est allé à cet audit-là?
c'est parce qu'il se dit que le MPP n'a pas eu suffisamment de conseillers municipaux pour contrôler la mairie de Pabré, que le MPP a exigé un audit. Mais bien entendu, c'est parce que le MPP savait qu'il y avait des problèmes dans la gestion passée des lotissements sous le maire Anatole Douamba. Et quelque part, passé au MPP. Ça veut dire quelque part, en réalité, il y a quelqu'un qui veut la place du maire et qui utilise pratiquement tous les moyens. Que ce soit manipulation politique ou pas, il y a un rapport qui donne des résultats et qui dit que des parcelles ont été illégalement attribuées, dont une à Simon Compaoré, actuel ministre. En son temps, il était maire de Ouagadougou. Ça veut dire qu'on peut vous donner une parcelle même si vous n'en faites pas la demande. Et ça, c'est un et l'intéressé dit qu'il va porter plainte. Il a dit, on va voir. Ouais. Mais moi, je sais que c'était une pratique courante. On l'a vu à Koudougou avec le maire Seydou Zagré. Tout à fait. Il a attribué des parcelles à tous ceux qui étaient haut placés dans la République. Voilà, donc c'était courant. Moi, j'ai entendu qu'il y a un maire qui a fait tous les documents d'une parcelle et qui allait les remettre au général Gilbert Guinguéré, à son bureau. Il a dit, c'était quoi? On a dit, bon, on est venu vous donner ça, comme parfois vous voulez faire des activités, vous pouvez utiliser la réserve là pour ceci, cela. Donc, ça se faisait et le ministre Simon Compaoré sait. C'est peut-être parce que aujourd'hui c'est son nom qui est cité. Il a dit que lui disait aux gens, bon, vous pouvez aller voir le maire s'il vous donne une parcelle. C'est tant mieux s'il ne vous donne pas. Moi, je n'y peux rien parce que moi, je ne gère pas des lotissements. Mais c'est comme ça aussi que ça se faisait. Un ministre pouvait appeler, dire, remplissez une fiche au nom d'un tel parce que je sais qu'il va en avoir besoin après. Et c'était leur régime qui faisait ça. Il ne faut pas qu'ils s'en étonnent aujourd'hui. Et moi, je suis content que le nom de Simon Compaoré ait été cité au moins une fois. Et j'entends des gens dire dans la ville qu'ils sont contents. Ça veut dire qu'il n'est pas aussi blanc comme neige et que lui aussi, quelque part, il était dans un système où les choses se passaient comme ça. Alors, il est clair qu'il y a de la manipulation politique derrière tout cela, derrière cette envie de faire l'audit en question. Mais pour moi, ce n'est pas ça le problème. Le plus important, c'est de pouvoir dénoncer des choses. D'ailleurs, c'est une bonne chose qu'il y ait cette manipulation politique et que les uns cherchent à se venger des autres. Dans tous les cas, on a cet audit qui est là. Est-ce que les résultats de l'audit sont vrais ou pas? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Alors, si effectivement il y a eu détournement ou du moins malversation dans la gestion des parcelles, il faut aller vite aux sanctions au niveau des Pabré. D'ailleurs, le cas n'est pas seulement, il n'y a pas que Pabré, parce qu'on a connu évidemment le rapport de la commission d'enquête parlementaire. Des gens ont dit à l'époque que toutes les communes qui sont autour de Ouagadougou, il y a des pratiques pareilles qui ont cours. On a vu le cas de Koubri, tout près de Ouagadougou, où il y a même eu des arrestations, etc. Dans les autres communes, c'est pareil, à Komsilga, à Samba, etc. C'est une pratique courante dans ces communes-là. Donc, il serait intéressant qu'on donne un coup de pied dans la fourmilière pour mettre tout le monde devant ses responsabilités. Alors, la vérité commence à sortir dans ce Burkina nouveau où les gens n'ont plus peur de dénoncer. Ça, c'est ce qu'on attend d'ailleurs de ces citoyens. Donc, la couleur politique, pour moi, ce n'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est de voir qu'est-ce qui a été fait en termes de détournement et qui sont ceux qui sont responsables. Et il faut que ces derniers soient punis, donc conformément à la loi. J'encourage d'ailleurs les autres citoyens des autres communes, si vous avez connaissance des genres de pratiques, il faut dénoncer sans crainte parce que c'est comme ça que l'on va venir à bout de la corruption, de la mauvaise gouvernance dans notre pays. Donc, j'allais dire chapeau bas aux populations de Pabré qui ont demandé cette audit et que les autres leur emboîtent le pas pour que la vérité réagisse partout. Oui, Yassine Sanou, on parle également de retrait de ces parcelles. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste? Est-ce que c'est réalisable? Moi, je suis tout à fait pessimiste par rapport à ce... Malheureusement, contrairement à Paul Meki, sur ce dossier de parcelles, la fourmilière est tellement bien assise, bien cimentée, qu'un coup de pied ne suffira pas. On a une nouvelle affaire de Pabré, parce que Pabré vient après le dossier de l'enquête parlementaire au niveau du Parlement, après Kaya, après Kongoussi. Qu'est-ce qui a déjà été fait concrètement sur ces trois dossiers? Rien. Il y a même Koudougou. Rien. Koudougou, Rabo en a parlé, on a bien à l'époque dénoncé cet état de fait. Rien. Ce qui est révélé à Pabré, on est au courant. Qui n'est pas au courant de ces pratiques-là sous l'ère Compaoré ou pour le simple fait que vous soyez du même bord politique, vous puissiez avoir une parcelle. Je suis étonné que Simon Compaoré se réveille aujourd'hui au Burkina. Il est au courant, il a promis de porter plainte. On attend de voir si cette plainte va être déposée et quelle va être la réponse qu'il va donner. Sinon, on en parle, on dénonce, rien.
Aujourd'hui, nous avons un état de fait, 200 parcelles à Pabré. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on les retire? Le maire Anatole Damba a bien cité les noms. Il a même dit ceux-là qui l'obligeaient donc à faire la liste des bénéficiaires. Il y a la liste des bénéficiaires. Qu'est-ce qu'on fait? On attend de voir. Honnêtement, la gestion du problème foncier en général au Burkina me laisse pessimiste parce que j'ai l'impression que très vite on soulève les choses pour vraiment plaire à l'opinion, dire bon voilà, plus rien n'est plus comme avant, comme levait la maxime. Mais après on revient, on dit bon, on a des problèmes, on a des limites juridictionnelles, on ne sait pas à qui se référer, le cadastre n'a pas suffisamment de moyens, il y a le problème de texte, de loi, et l'affaire reste telle que les personnes gardent leurs parcelles, ou celles qui ne sont même pas au courant qu'elles ont des parcelles. Donc il y a une parcelle quelque part qui lui appartient, mais il n'est pas au courant que ça lui appartient. Et ça reste tel quel, malheureusement. Il faut certainement, oui. Il faut rappeler que c'est pour appuyer ce que Yassine dit, pour mettre un bémol à ce que Miki dit. Pour lui dire qu'il n'est pas du tout rêvé, il n'y aura rien dans cette histoire. C'est juste le temps qu'on en parle pendant 2 jours et puis on en parlera. Mais au moins, on peut aider. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à Koudougou, au temps du scandale de Koudougou, il faut rappeler que le maire en question avait été révoqué en conseil des ministres avec poursuite judiciaire. Ouais. Sans poursuite judiciaire. Sans poursuite judiciaire. Parce Parce qu'il était directeur des cabinets de Rochma Christian Kaboré à l'Assemblée nationale. Oui, si lui c'était sans poursuite judiciaire, il y a eu des cas où des maires ont été pris comme ça dans ces situations. Ils ont été révoqués avec poursuite judiciaire. Tout à fait. Mais il n'y a jamais eu de poursuite judiciaire. Jamais. Et le cas de Koudougou, je ne sais pas pourquoi il devait être sans poursuite judiciaire. Son scandale était tel qu'il pouvait être poursuivi. Mais de poursuite judiciaire, qu'est-ce qu'il en a été? Il est à la présidence du FASO. Non, mais ce que on ne va pas beaucoup éterniser là-dessus, comme Yassine l'a dit. Mais on peut aider Simon Kompore à poursuivre sa plainte, on peut l'assister pour qu'au moins ça aboutisse. Merci pour cette proposition. On termine avec la Gambie. Yacouba Ladibama, on a vu la fermeté des Africains pour contraindre Yaya Jammeh à quitter le pouvoir. Comment vous appréciez cette attitude, ce réveil subi des Africains? Non, moi je l'applaudis. On a toujours demandé ça. C'est ce qu'on a toujours demandé ici au Burkina comme ailleurs. Quand il y a eu le coup d'État, on a tous dénoncé ici l'attitude de la CEDEAO qui s'entêtait à vouloir légitimer un coup d'État qui était impopulaire, que les gens avaient vomi. Ils ont tout fait, ça n'a pas marché parce que les Burkinabés étaient déterminés à ne pas valider cette forfaiture-là. Aujourd'hui qu'ils se ravisent maintenant à prendre le bon chemin, moi je pense qu'on ne peut que les encourager, il faut saluer ça. Maintenant, que ce ne soit pas à la Gambie seulement qu'on doit réserver ça, que partout cette situation va arriver, que la CEDEAO soit prompte à monter la même fermeté face à ce genre de comportement de chefs d'État qui perdent les élections, qui veulent se maintenir coûte que coûte à la tête de leur pays. Oui, Yassine Sanou, on a vu Adama Barrow, le nouveau président, demande à la CEDEAO de rester 6 mois. Est-ce que vous pensez que c'est stratégique? Est-ce que ce n'est pas excessif pour consolider son pouvoir? Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Lorsque vous regardez la structuration de la Gambie aujourd'hui, il n'a pas le choix que de se faire assister par la CEDEAO s'il veut finir ses 3 ans de mandat, puisqu'il a décidé de limiter son mandat à 3 ans. Parce que les 22 adhérents de Yaya Jammeh étaient tellement sans partage qu'aujourd'hui, il a besoin de l'assistance militaire de la CEDEAO pour faire face déjà à son propre armée, parce qu'il ne peut pas faire confiance au chef militaire déjà, en particulier le chef d'état-major Ousmane Badji, il ne peut pas lui faire confiance. Concrètement, il y a des informations qui circulent comme quoi il a été reconduit à son poste. Il a été reconduit, il a même prêté allégeance, comme on le dit, au nouveau président. Mais toujours est-il que c'est le même qui, à un certain moment donné de la crise post-électorale en Gambie, avait tourné Kazakh pour soutenir Yaya Jammeh, qui entend, tout juste après le départ de Yaya Jammeh, a fait une conférence de presse pour expliquer qu'il était donc sous la menace de certaines exactions de la part du président, c'est qu'il a obligé lui et ses chefs militaires à un temps soit peu pour contenir aussi la crise, pour ne pas en venir à l'affrontement. Il a tellement bien enveloppé que moi, personnellement, je ne fais pas confiance en ce monsieur. Et je pense que la CEDEAO fait bien d'être présente, notamment à Banjul, mais également à Kanila, le village natal de Yaya Jammeh. Mais dans tout ça, pour moi je pense qu'on s'est fait avoir. Tout simplement. Parce que, dès le départ, on l'a dit ici, lors des plateaux précédents, en fait, la volonté de Yaya Jammeh n'était pas de se maintenir au pouvoir, mais d'avoir des garanties. Et il s'en sort avec un plateau en or.
Lorsque vous prenez Ismaël l'accord... Chergui l'a dit sur RFI. Lorsque vous prenez l'accord tripartite entre l'Union africaine, l'ONU et la CEDEAO qui a été signé donc, le 21 janvier pour lui permettre... toutes ces conclusions, toutes ces clauses ont été acceptées. Le fait de pouvoir revenir à la Gambie quand il veut, le fait qu'il ne puisse pas être poursuivi ni par une disposition législative, ni par aucune disposition au cours de son exil temporaire, le fait qu'il puisse aller avec tous ses biens, il y a une cargo tchadienne qui est venue chercher ses biens. Donc, je pense notamment ces voitures luxueuses. Les voitures n'étaient pas aussi luxueuses que ça. Personnellement, j'étais en Gambie, j'ai pu avoir quelques photos de ces voitures, mais je pense que bon, il y a aussi l'effet autour de Yahya Jammeh, bien sûr, avec cette fameuse mare de crocodile. Quand vous arrivez, vous ne voyez qu'une piscine. Mais bien sûr, il y a cet effet-là autour du personnage Yahya Jammeh. Mais je pense que c'est le gagnant dans cette affaire. Aujourd'hui, il s'en sort avec une légitimité, une immunité et tous ses biens. Et maintenant, Barrow hérite d'un pays. Mais on a fait la même chose à Charles Taylor. Et ça ne l'a pas empêché aujourd'hui de se retrouver à La Haye. Mais les textes sont écrits noir sur blanc que l'ONU, l'Union africaine, la CEDEAO s'engagent justement sur le plan du droit international à garantir le respect de cet accord-là. C'est écrit dans l'accord. Donc, je pense que ces clauses-là lui permettent de bénéficier de l'hospitalité africaine, comme le dit encore à Malabo, jusqu'à quand il le voudra, sans vraiment risque de se faire pourchasser. D'autant plus que Adama Barrow a tellement de chantiers qui l'attendent. Il y a tellement de choses à faire aujourd'hui en Gambie et à Banjul que personnellement, je pense que c'est une mission impossible qui l'attend. Toujours est-il que même dans le film Mission Impossible, la mission se réalise. Donc, je pense qu'il a... Oui, Soumaïla Arabo. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire dans des situations comme ça. Mais ce que moi je dis pour résumer, on est obligé de gérer un certain passif des États africains avec le type de gouvernants qu'on a eu. C'est des questions à gérer au cas par cas. On a vu Laurent Gbagbo, on a vu Charles Taylor, on a vu Blaise Compaoré, aujourd'hui c'est Yahya Jammeh. Il faut les gérer au cas par cas. Donc pour vous, c'était le prix à payer pour... Moi j'ai dit sur ce plateau, l'objectif c'est d'économiser des vies. Ouais. De faire respecter la démocratie, mais d'économiser des vies. Parce qu'on en a déjà perdu beaucoup sur Yahya Jammeh, de 1994 à maintenant. Et donc je pense que c'est bon. C'est bon à prendre, c'est un peu une justice tirée par les cheveux, l'impunité qui est consacrée, une justice transitionnelle au profit de Yahya Jammeh, mais je crois que c'est le moindre mal. Ça aurait pu être pire. Et donc, il faut comme ça évacuer petit à petit les dictateurs qu'on a eu là et puis aller à la démocratie. On a une nouvelle génération de chefs d'État qui disent qu'ils vont faire un seul mandat. On est en train d'avancer et on va bientôt passer à une nouvelle ère de démocratie où même on demande aux gens de venir prendre le pouvoir. Tellement c'est difficile de gérer les problèmes. Et je crois qu'on est en train de venir à cette situation avec l'exemple du Bénin et de la Gambie déjà. Oui, Paul Mikiroma, pour vous, l'impunité, c'est le moindre mal pour se débarrasser de 22 ans. Oui, c'est un peu tant mieux si on peut permettre d'économiser, de sauver des vies, comme l'a dit Soumaïla Arabo. Mais moi, je voudrais précisément, en tout cas, je me réjouis de plus en plus de cette CEDEAO que l'on a, qui apparemment a retenu la leçon de son échec ici au Burkina Faso lorsque elle était venue pour tenter d'entériner le putsch de Gilbert Diendéré. Elle a vu le peuple qui s'est opposé à cela. Il y a quelques années, on a dit qu'on passait de la CEDEAO des nations vers la CEDEAO des peuples. Alors, donc, cette même CEDEAO, je crois qu'elle devrait se ranger du côté des peuples. Et je crois que elle a tenté de se rattraper avec le cas de la Gambie, en allant donc du côté du choix du peuple gambien, en faisant partie des forces, des gré ou de force, le président Yahya Jammeh. J'apprécie également la négociation qui a précédé donc le départ du président Yahya Jammeh, même si beaucoup de gens estiment que Yahya Jammeh a quand même eu le mérite d'avoir tenté ces recours constitutionnels par rapport aux élections. Mais il faut reconnaître que c'était une stratégie également pour gagner du temps, parce que si on laissait vider le contentieux électoral, c'est qu'il aurait eu beaucoup plus de temps et ça allait être plus difficile de le faire partir après tout cela. Donc c'est vraiment cette CEDEAO qui est en train de changer un peu sa façon de faire qu'il faudrait saluer. On termine avec juste le principe d'économie de vie qui me révolte quelque peu de la part de Rabo, parce que ça ne peut pas expliquer 7000 hommes de la CEDEAO déployés en Gambie, autour de la Gambie, pour un seul homme, pendant qu'on vient d'évoquer le problème du Mali, du Burkina et de la... Il y a beaucoup de vies là-bas à économiser non plus également. Donc, on attend toujours la CEDEAO sur ce genre de terrain. J'espère que
autant ils sont capables de se déployer pour aller déloger un seul homme, ils viendront se déployer pour déloger donc ces groupes armés-là qui sévissent dans notre sous-région, notamment dans la zone du Sahel. Merci à vous d'être venus. Je rappelle que c'était le débat de presse sur la RTB. Aujourd'hui, nous avons évoqué 5 sujets. La qualification des étalons en demi-finale, Nassumbu, où des menaces terroristes pèsent sur l'école, et Niangologo, où le spectre d'une année blanche plane sur 2 établissements, et l'audit à Pabré qui relève de graves malversations dans l'opération de lotissement, et enfin la Gambie avec la fermeté des Africains. Sont venus pour le débat Yacinthe Sanou Omega FM, merci, Soumaïla Arabo, Paul Miki Rwamba et Yakuba Ladji Bama. Voilà, c'est tout pour le débat de presse de ce dimanche. Merci à vous pour votre attention et à dimanche prochain pour d'autres sujets. Au revoir.